Et voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour discuter avec Romain Bertrand de son livre dans le cadre du jury lycéen du livre d'histoire des rendez-vous de Blois. Et sans prendre plus de temps, signaler que nous sommes 3 lycées à avoir travaillé sur cet entretien. Le lycée de Jakarta, le lycée d'Orléans, le lycée Voltaire et le lycée Saint-Cernin de Toulouse, que nos amis de Jakarta ne sont pas connectés. Je vais donc prendre les questions du lycée de Jakarta à ma charge et commencer par la toute première, non sans avoir remercié collectivement Romain Bertrand de nous accueillir dans ce dialogue autour de son livre qui s'intitule donc, comme vous le savez tous, en sous-titre « L'affaire Magellan » et donc « Qui a fait le tour de quoi ?» 6 questions seront posées, plus une question complémentaire. Et je commence par la toute première. Quelle est la principale source d'information que vous avez choisie, Robin Bertrand, pour vous renseigner sur le sujet et découvre-t-on aujourd'hui encore de nouveaux documents sur le voyage de Magellan? Alors, en fait, je ne crois pas avoir véritablement arbitré en faveur d'une source plutôt que d'une autre. Mais ce qui est certain, c'est que j'en ai choisi une qui me sert de fil conducteur tout au long du récit et qui, du coup, devient finalement le texte avec lequel je joue. Et ce récit, c'est la relation du voyage, donc de la circumnavigation de 1519-1522, dû, comme c'est logique, à l'un des survivants, et c'est la relation d'Antonio Pigafetta. C'est un récit sur lequel je reviens d'ailleurs dans le texte pour en indiquer à la fois les richesses et les limites. La première d'ailleurs de ces limites étant que Pigafetta, c'est l'un des fidèles d'entre les fidèles de Magellan. C'est un homme qui lie sa vie à celle de Magellan du moment où il le rencontre en Espagne. Et c'est un homme qui écrit pour défendre la mémoire de Magellan, qui est mise à mal à la fois par les mutins déserteurs et puis par les rescapés de la Victoria, et en particulier par Juan Sebastián Elcano, qui essaye, lui, de minimiser la gloire de l'entreprise de Magellan. Donc il y a cette source principale, on pourrait dire que c'est presque le navire amiral textuel de la construction de la légende de Magellan, mais précisément c'est un document avec lequel il faut faire d'autant plus attention qu'à partir du moment où il a été réédité, donc à compter du 19e et du 20e siècle, eh bien, il est devenu la source quasi exclusive de connaissances de l'entreprise de Magellan. Et ça, donc, c'est une source à laquelle je donne un statut particulier, puisque je la considère à la fois comme une source informative dans laquelle il faut puiser pour connaître certains des détails de l'expédition, mais également comme une source qui est déjà prise dans la fabrique de la légende et avec laquelle il faut donc en permanence garder une certaine distance critique et même, le cas échéant, ironique. Mais il y a quantité d'autres sources concernant le voyage de Magellan. Il y a beaucoup de témoignages. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer 2 ans à Séville et donc j'étais littéralement à 2 pas des archives, puisque l'essentiel des documents de l'expédition, les registres de bord, les registres d'avitaillement, les rôles d'équipage, l'ensemble des correspondances entre Magellan et la couronne, les conseils du roi, eh bien, tout cela est donc entreposé à l'Archive des Indes à Séville. Il s'agit plutôt d'entretisser des sources sans nécessairement arbitrer pour dire quelle est la vérité de ce qui s'est passé. Simplement, on se rend compte souvent que d'un document à l'autre, eh bien, il y a comme ça des petites failles dans l'interprétation de la situation, et c'est dans ces failles-là qu'il faut s'engouffrer pour en fait poser les questions. Voilà. Et en poser les bonnes questions ou les questions qui fâchent. Mais à la vérité, il n'y a aucune source qui ne soit déjà un récit, qui ne soit déjà une mise en récit. Même les sources les moins narratives, les sources qu'on pourrait penser les plus brutes, voilà, un acte notarié, un cartulaire, eh bien, en fait, est déjà une mise en récit du monde, donc qui l'interprète à travers des catégories et à certaines fins. Voilà, les documents ont toujours été écrits à des fins particulières. Et je crois que l'erreur générale, ce serait de considérer qu'il y a quelque part le réel et que le récit serait le début de la fiction. Mais il se trouve que le réel humain, c'est-à-dire celui qui fait que l'homme est ce qu'il est en société,
Et c'est à partir du moment où il est un être social que l'homme nous intéresse, ou en tout cas intéresse l'historien et de façon générale les sciences humaines. Eh bien, il se trouve que l'homme est un être de fiction et que du coup, le réel de l'homme est toujours pour partie fictionnel. Nous vivons dans un monde de fiction. Et donc, on a des sources qui sont toutes pour partie des fictions, des mises en récit, des mises en intrigue, et on les utilise chacune pour ce qu'elles sont, et surtout, on les fait voisiner, on les fait coexister dans l'espace d'un même récit. Et moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est justement faire coexister des sources qui viennent de niveaux de documentation très différents. Donc, un extrait voilà, d'actes notariés, comme les capitulations matrimoniales de Magellan, avec un extrait qui vient d'une source très narrative, par exemple la relation de voyage de Pigafetta. J'aime bien les juxtaposer jusqu'à créer comme ça des effets de contraste. Ah, c'est formidable et ça conduit assez légitimement du coup à glisser de cette question qui serait les sources à une question qui serait l'objet à lui-même, hein, sur lequel tu as travaillé. Alors je crois que c'est la question tendance. Oui. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre sur l'affaire Magellan? En fait, parce que j'avais croisé il y a très très longtemps déjà, il y a plus de 20 ans, le récit de Pigafetta, qui est une source extrêmement connue de quiconque s'intéresse à l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Mais je l'ai recroisé plus particulièrement il y a une dizaine d'années, alors que j'écrivais un livre sur les Philippines. Et je crois que si j'ai fini par écrire un livre sur Magellan, qui précisément n'est pas un livre sur Magellan, que l'idée c'était d'éviter à la fois la biographie et l'antibiographie, c'est-à-dire d'une certaine façon de donner la parole à tout ce qui se terrait dans l'ombre de la statue de Magellan, c'est-à-dire aussi bien au monde qui environnait l'expédition et qu'elle a frôlé, qu'aux simples soldats, mousses, matelots des équipages. Eh bien, si j'ai décidé d'écrire ce livre, je crois que comme souvent, c'est parce qu'en fait, aucun des livres à disposition, aucun des livres qui existaient sur Magellan ne me satisfaisait. Voilà, donc il y avait des livres, en tout cas beaucoup d'études, des articles, des chapitres d'ouvrages qui évoquaient la carrière du personnage Magellan, ou bien qui évoquaient l'expédition elle-même et notamment son écho en Europe, dans les milieux lettrés, savants, son impact sur la cartographie et la cosmographie. Mais finalement, dans toutes ces études, eh bien, je ne voyais pas assez ce que moi j'avais envie de voir, c'est-à-dire précisément les mondes sud-est asiatiques d'une part, Bornéo, la mer des Soulous, les Visayas, donc la partie centrale des Philippines. Tous ces récits-là ne me disaient pas grand-chose de ce qu'étaient ces sociétés-là à l'époque. Et pourquoi diable y avait-il un sultanat sur la côte nord de Bornéo au moment où les équipages de Magellan y font relâche? Et puis d'un autre côté, j'avais envie justement de doubler une histoire de Magellan et de son expédition d'une histoire de l'ensemble de tous les petits personnages que la légende a laissés dans l'ombre. Voilà, donc je me suis particulièrement intéressé au destin des matelots, des mousses, des calfas, des capitaines, des artilleurs. Et c'est d'ailleurs la matière la plus riche que j'ai trouvée aux archives à Séville. Eh bien, ce sont toutes ces lettres de suppliques, en particulier des familles des marins morts pendant l'expédition, qui, pendant des années, parfois des décennies, vont ester auprès de la couronne pour demander le solde du paiement des pensions, des salaires, mais qui du coup nous permettent de pénétrer dans le monde de tous ces petits personnages. Dans cette affaire Magellan, quel est votre épisode préféré finalement de l'aventure de Magellan et qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent comme épisode dans cette affaire Magellan? Il y a beaucoup d'épisodes que j'aime beaucoup en fait. Donc, il y a des épisodes qui sont importants ou en tout cas auxquels il faut accorder une certaine importance dans le récit, précisément pour changer la donne de la légende. Et ça, c'est par exemple l'ensemble des épisodes qui concernent Enrique, l'esclave malais de Magellan, et ce que les sources espagnoles ont appelé sa trahison et sa désertion aux Philippines. Donc ça, ce sont évidemment des scènes importantes puisque quand on les considère un peu autrement, eh bien, on peut transformer complètement en fait l'histoire de l'expédition. Et émettre l'hypothèse qui n'est absolument pas absurde et qui est même parfaitement logique, qui au sens propre coule de source, à savoir qu'Enrique pourrait avoir été le premier homme à avoir fait le tour du monde avant même l'arrivée d'Elcano à Sanlúcar de Barrameda.
Mais il y a beaucoup d'autres scènes par exemple, qui me touchent à titre personnel. Il y a tout ce qui concerne l'histoire du fils de Carvalho, donc ce fils métis qu'il a eu avec une Indienne lors d'un premier séjour au Brésil, et puis qu'il va finir par abandonner donc, à Bornéo. Il y a l'histoire des mousses aussi, ces deux gamins du village d'Ayamonte, donc Francisco et Martin, voilà, qui étaient deux mousses de quoi? De 10, 11, 12, 13 ans, donc qui se sont embarqués dans cette expédition et qui trouveront la mort tous les deux, d'ailleurs, à Malacca. Et puis, il y a l'histoire aussi de Ginés de Mafra, qui m'a beaucoup touché. C'est cet homme qui, lui, va faire en fait 2 fois le tour du monde, puisque Mafra va revenir et puis repartir, et revenir encore une fois. Il sera capturé, d'ailleurs, la 2e fois par les Portugais en Asie, comme la première fois. Alors, quel lien y a-t-il entre l'écriture de l'histoire et la fiction et la littérature? Et n'y a-t-il pas un risque de confusion des genres avec le roman, par exemple? C'est une question qui hante littéralement l'histoire et les sciences humaines depuis une quinzaine d'années, celle des rapports entre histoire et littérature, et la façon dont l'histoire, les sciences humaines en général, pourraient aller puiser à la source de l'évocation littéraire une sorte de surcroît de puissance ou d'ailleurs de précision. C'est 2 choses assez différentes. Alors, c'est compliqué parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la question de la part et de la place de la fiction dans l'écriture de l'histoire ne se réduit pas à cette vision qui est finalement assez simple et peut-être simpliste, selon laquelle la fiction viendrait prendre le relais du document. C'est-à-dire que la fiction serait d'une certaine manière un effet ou un effort d'imagination. Et là où l'historien ne pourrait plus rien dire d'après ses sources, il se saisirait de la plume du romancier et il embrayerait pour littéralement inventer ce qu'il ne sait pas ou ce qu'il n'a pas les moyens de connaître. Alors moi, en tout cas, ça n'a jamais été ni mon cas ni ma position. Le propre de l'affaire Magellan, c'est que tout est vrai. Tout est vrai. La raison pour laquelle il y a des notes de fin assez conséquentes, c'est précisément pour montrer que tout ce que j'avance au fil du récit est vrai dans la mesure où on peut l'attester d'après un certain nombre de documents, et en particulier en les entrecroisant, donc en les vérifiant les uns auprès des autres. Donc il n'y a pas de fiction au sens d'une imagination qui prendrait le relais d'une documentation lacunaire. Mais il y a aussi, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le fait que la fiction n'est pas l'antithèse du réel. La fiction appartient au document parce qu'elle appartient à l'humain comme être social. Donc nous vivons dans des mondes de fiction et nous sommes des êtres de fiction. Et donc dans tout document, il y a déjà une fiction. Et donc le rôle de l'historien, c'est justement de naviguer d'une fiction à l'autre dans l'enceinte même de ces documentations pour, en les juxtaposant, essayer de montrer précisément la façon dont elles sont fabriquées. C'est que parfois, j'emprunte à un certain nombre de genres littéraires, le roman de Cap et d'épée ou la petite notice colonialiste très revue des 2 mondes début XXe siècle, une façon d'évoquer, une façon de raconter l'histoire de Magellan, et je la pousse à ses limites sur le mode du pastiche, pour précisément démonter la manière dont elle fonctionne. Donc, ce n'est pas un rapport où j'irai puiser dans la littérature des moyens supplémentaires pour l'histoire, c'est plutôt une situation dans laquelle j'essaye de rappeler dans le récit lui-même que la littérature a partie liée avec la légende. Et donc, je joue la littérature contre elle-même. Alors, dernière question concernant l'écriture de l'histoire, elle est la question Il me semble que vous y avez déjà un petit peu répondu, mais combien de temps a-t-il fallu pour écrire ce livre? Ça aussi, c'est une question compliquée, en fait, parce que la question, c'est qu'est-ce que le temps de l'écriture? C'est-à-dire, s'il s'agit du moment où on commence véritablement à pianoter sur son clavier d'ordinateur, ça peut ne prendre que 6 ou 8 mois. Mais s'il s'agit du temps où l'on commence, en fait, à se réciter sa propre histoire, c'est-à-dire à faire récit de l'histoire qu'on souhaite écrire, dans sa tête, aux archives, etc., ça, évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, pour ce petit livre sur Magellan, il y a eu 2 ans d'enquête vraiment approfondie, qui étaient les 2 années que je passais à Séville,
Mais après, tout ce qui est dit aussi des sociétés d'Asie du Sud-Est, de la façon dont fonctionnaient les sultanats musulmans des Moluques ou de Bornéo au XVIe siècle, de ce qu'était le monde de la mer de Soulou à cette époque, tout ça, finalement, c'est 25 ans aussi de carrière en tant que chercheur sur l'Asie du Sud-Est et en particulier sur l'Indonésie. Donc tout ça aussi, finalement, rentre dans le temps de l'écriture.